Alors on va démarrer la formation en se basant sur un document qui contient déjà des éléments, des images, du texte. Et vous allez pouvoir télécharger ce document à cette adresse. Il suffit de taper ceci dans l'URL de votre navigateur et vous devriez avoir la possibilité donc de télécharger un fichier zip qu'il faudra dézipper sur le disque dur. Une fois qu'il sera téléchargé sur votre disque dur, vous le dézippez sur le Mac en double-cliquant sur lui, sur le PC, en faisant clic droit sur le zip et en demandant extraire. Sur le PC, double-cliquer sur le zip ne suffit pas, ça ne décompresse pas, les fichiers sont inutilisables. Il faut vraiment sur le PC faire un clic droit extraire. Tandis que sur le Mac, un simple double-clic sur le zip le décompresse, un dossier se crée à côté et là-dedans il y a les documents qu'on va utiliser pour démarrer la formation. Cette adresse URL est un raccourci, c'est une version simplifiée de cette adresse plus longue en fait. Si vous tapez cette adresse plus longue dans votre navigateur web, ça va vous proposer la même chose. Le document sur lequel on travaille est en RVB, il utilise des images RVB et si je dois faire une version pour l'imprimeur, ce sera donc au moment de l'exportation du PDF que je vais les transformer en CMJN. C'est InDesign qui va tout faire pour moi, il va transformer dans le CMJN que je lui indique, qui est adapté au papier graineux, lisse ou quoi que ce soit. Il y a plein de normes en fait, c'est l'imprimeur qu'en fonction du papier que vous choisissez chez lui qui va vous dire quelles normes il faut utiliser lors de l'exportation du PDF. Le document InDesign qui utilise des images RVB va être exporté vers un PDF CMJN. Il y a une transformation des couleurs nécessaires, mais le plus tard possible. On ne le fait pas dans Photoshop, on ne le fait pas dès qu'on a récupéré les photos de son appareil photo, on ne les convertit pas en CMJN. C'est un problème, ça ne se fait plus comme ça. Ici, je tape juste dans Google, ne le faites pas, je vous montre, je tape InDesign should use RGB, et désolé, c'est en anglais. Et il y a une raison pour ça, c'est que parce que dans les pays francophones, on a tendance à dire que les techniques de gestion des couleurs que Adobe, Apple, Heidelberg, etc. ont mises au point ne fonctionnent pas, ce qui est évidemment faux. Alors l'article ici vous dit pourquoi vous devriez importer des images RGB dans InDesign et les convertir en CMJN à l'exportation. Bon, ça date déjà de 2014, hein. C'est vraiment un site de référence, InDesign Secrets, avec deux personnes évidemment des experts. Et alors l'article vous dit oui, vous avez probablement appris à convertir les images en CMJN dans Photoshop avant de les mettre dans InDesign. Et oui, on sait que vous le faites depuis 1989 avec PageMaker. InDesign, c'est 1999. Hein. Mais donc avant InDesign, il y avait d'autres logiciels de mise en page. Mais vous savez quoi? On est au 21e siècle et maintenant il est temps de se réveiller. Prenez un café et changez vos habitudes. Et il vous explique pourquoi vous devriez laisser vos images en RGB dans InDesign plutôt que de les convertir tout de suite en CMJN. Bon, je vous laisserai lire ça si ça vous intéresse. Mais bon, c'est quelque chose qui est connu en fait. Hein. Ça fait quand même une quinzaine d'années que... en fait, ça fait 20 ans que Adobe a mis au point, avec d'autres marques, les profils ICC, les profils couleurs, la gestion des couleurs. La gestion des couleurs, le contrôle de la couleur en fait. Hein. Quand on parle de gestion des couleurs, on ne parle pas de corriger les couleurs dans les photos. Hein. On parle vraiment d'utiliser des profils pour passer les images d'un appareil à l'autre et que les couleurs restent les plus proches possibles. C'est donc des descriptions, les profils, c'est des descriptions du fonctionnement des appareils. Ça fait 20 ans qu'ils ont mis ça au point, et puis 5 ans après, bon, c'était quand même bien implanté dans les logiciels, bien au point, ils ont commencé à dire qu'il faut quand même utiliser des images RVB. Maintenant, il faut arrêter de travailler les images en CMJN. Et je vous dis ça alors que moi, dans les années 90, c'était mon boulot. Hein. Je travaillais les images pour les publicités, pour les magazines, et donc j'étais le maillon entre les studios photos et le metteur en page. C'est ce qu'on appelait la photogravure. Et tout se faisait en CMJN à l'époque. Parce qu'en fait, il n'y avait qu'une seule sortie possible. C'était l'Euroscale CMJN. L'offset, la presse de l'imprimeur aux normes Euroscale, coated, et voilà.
Mais depuis lors, il y a plein d'appareils qui sont apparus. Ça ne vous a pas échappé que des smartphones, ça existe et des tablettes, hein. Voilà. Et InDesign peut faire bien sûr des applications pour smartphone, tablette et du HTML, surtout quand on l'aide un peu avec un petit plugin qui s'appelle In5. Il fait encore mieux ça. Voilà, voilà. Ok, on voit qu'il y a donc de la numérotation automatique sur les pages. La première page commence à la 21, la page 21. Auparavant, il était indiqué 25, mais ça a été changé en 21. En tout cas, la première page doit être une page numérotée avec un chiffre impair, parce qu'on veut que ce soit une page de droite, parce que tout le reste du document, ce sont des doubles pages qui ont été... les éléments ont été positionnés de manière à ce que ce soit des doubles pages. Regardez ce qui se passe si on changeait la première page, si vous lui mettez un numéro pair, et elle va devenir une page de gauche. Ça va être la cata, notamment pour nos mises en page avec l'aspirateur, là. Testons ça. Alors, double-cliquez dans la palette page sur le triangle qui est au-dessus de la première page. Et si vous indiquez ne fût-ce que 20 à la place de 21, elle devient une page de gauche et le reste de la mise en page n'est plus correct. Voilà, je cherchais mon aspirateur, il est maintenant en page 37. Hein. Donc je vous rappelle, on vient de faire ceci, on a double-cliqué sur le triangle dans la palette des pages, le triangle qui est au-dessus de la page, la première page. Et on a indiqué début de numérotation des pages, j'ai indiqué 20 à la place de 21. 20, c'est un numéro pair, c'est une page de gauche, toujours. Et résultat, tout se décale. La page 37 ici était une page de gauche, elle est devenue une page de droite, et bien voilà ce qui se passe. Alors, si vous enfoncez la touche W sur le clavier, vous allez voir le document en mode aperçu. À nouveau W, c'est le mode construction, le mode normal. Enfin, vous comprenez que ça fout tout en l'air, en fait, hein, de faire ça. Quand on a une mise en page qui était prévue pour, voilà, page 26, on a un truc bizarre ici, le texte qui est vraiment près du bord. Bon, tout ça n'est pas normal. Donc, quand vous modifiez la numérotation et que votre première page est une page de droite, ben, il faut absolument mettre un numéro impair. Si vous avez commencé le document avec une page de gauche, avec une page paire, ce qu'il ne faut pas faire, c'est la transformer en page impaire, bien sûr, parce que ça aussi, ça décale tout. Alors, je redouble-clique et je vais indiquer à nouveau 21. Alors, pourquoi 21? Pourquoi pas 1? Ben parce qu'en fait, c'est un chapitre d'une encyclopédie et il y a une page d'accueil, une page de droite d'accueil. Ou alors, ça pourrait être aussi un article dans un magazine, et on a une page d'accueil, une page de droite, et puis l'article commence. Et on m'a dit, tiens, ton article, il va commencer évidemment après la couverture, la table des matières et quelques publicités, et puis il sera en page 21, en fait. C'est là qu'il commence. Donc voilà comment vous allez pouvoir faire en sorte qu'un document ne commence pas à la page 1, parce qu'il s'intègre à d'autres documents qui portent, par exemple, le numéro 1 jusqu'à 20. Et donc, sur les pages, il y a de la numérotation automatique, vous le voyez. Elle est fort présente, cette numérotation automatique. C'était provisoire, mais on va quand même réduire un peu la taille de ces numéros qui sont quand même un peu présents. Les premières pages, ils ont été faites un peu pour une encyclopédie pour les enfants, donc écrit très grand, tandis que les pages d'après, les dernières pages du document, c'est plutôt un document professionnel plus sérieux, plus type magazine en fait, moins pour les enfants. Mais les premières pages, c'est vraiment professionnel aussi, mais plutôt ça vise plutôt les jeunes lecteurs. Vous comprenez donc pourquoi sur les premières pages, il y a le texte qui est assez grand, et sur les pages suivantes, c'est une approche différente de la mise en page. Touche W, je repasse en affichage aperçu. On voit que les pages ici, c'est des blocs avec des colonnes, 2 colonnes par bloc, des images qui habillent, qui repoussent le texte. Voilà, comme ça, ce genre de mise en page là. Tandis que sur les premières pages,
C'est des blocs qui sont mis un peu plus plic-ploc, sans coller aux marges, à l'œil. Ça a été positionné à l'œil, tandis que les autres, elles collent aux marges. Les blocs des dernières pages, ils collent aux marges. Donc c'est une approche différente. Dans le même document, on a deux approches de la mise en page différentes. Deux manières de faire différentes. C'est un document un peu de démonstration ici. Mais on va modifier la numérotation, qui s'applique sur toutes les pages, en fait, visiblement. On va regarder dans la palette des pages. Dans la palette des pages, vous voyez que les pages utilisent le modèle de page A. C'est ce qui est indiqué sur elle, le petit A. Ça indique que le modèle de page qui est là au-dessus, gabarit A, celui-là, est utilisé. Et c'est là-dedans que les numérotations automatiques ont été insérées. Tout ce qu'on met sur ces pages gabarit A s'applique sur les pages du document qui utilisent le gabarit A. C'est logique. On a quand même en page 22 jusqu'à 25, on a quand même le gabarit B qui est utilisé. Et lui-même reçoit le gabarit A. Donc c'est assez particulier, c'est un gabarit enfant. C'est-à-dire qu'il s'applique sur les pages, oui, il contient des blocs avec du texte. C'est ce qu'on voit là, le cadre rouge. Mais en plus de contenir des blocs qui s'appliquent sur les pages du document, il reçoit lui-même le gabarit A. Donc la numérotation qu'on voit là dans le gabarit B n'y est pas réellement. Elle vient du gabarit A, qui est son gabarit parent. Vous n'êtes pas obligé pour l'examen d'utiliser des gabarits parents et gabarits enfants, mais je vous explique comment ça a été fabriqué ici. C'est des techniques assez connues, donc quand on fait des mises en page. Donc voilà, ça explique aussi pourquoi certaines pages, 4 pages du document en tout cas, ont le gabarit qui s'appelle B et reçoivent malgré tout la numérotation. Alors, on va aller modifier la numérotation. Vous allez double-cliquer sur les pages du gabarit A et dans le document, on les visualise. Donc ce qu'on voit là, c'est des marges, mais elles ne contiennent pas de blocs. La seule chose qu'il y a sur ces deux pages du gabarit A, ce sont deux signes de numérotation automatique en fait. Et on trouve qu'ils sont un peu trop grands, on va les réduire. Alors, avec la flèche noire de la palette des outils que j'ai fait passer en 2 colonnes, avec la flèche noire, le fait que ce soit en 2 colonnes, c'est juste pour vous aider à mieux trouver les outils quand je vais aller les chercher, parce que c'est mieux d'avoir la palette des outils en 2 colonnes. Surtout pour les échantillons de couleurs ici. Donc avec la flèche noire qui est là, je vais essayer de sélectionner, en cliquant sur eux, les blocs ronds de numérotation automatique. Et ça ne marche pas, ils ne se sélectionnent pas, il n'y a rien qui bouge. C'est parce qu'en fait, ils sont sur un niveau de construction qui est verrouillé pour l'instant, c'est-à-dire un calque. On va aller dans la palette des calques. Vous allez dans le menu Fenêtre, Calque, Window, Layers, en anglais, puisque vous avez la version anglaise du logiciel là. Vous faites apparaître donc la palette des calques, menu Window, Layers, menu Fenêtre, Calque. Et vous voyez qu'actuellement, on travaille sur le calque qui contient les blocs texte. Si on a bien fait son boulot, ça ne contient que des blocs texte. Le calque qui m'intéresse, sur lequel je veux travailler, s'appelle numérotation auto. Si vous cliquez sur lui, ça ne sert à rien, il est toujours verrouillé. Bon, enfin, il faut quand même cliquer sur lui pour le mettre en surbrillance, pour l'activer. Par contre, on va le déverrouiller et verrouiller tous les autres pour être certain de ne pas... mais quoi qu'ici, il n'y a pas grand-chose en fait. Écoutez, vous pouvez faire ça, Alt-clic sur le verrou, une fois, 2 fois,
et ça déverrouille le calque et ça verrouille tous les autres. C'est donc la touche Alt et vous cliquez. C'est une petite astuce pour arriver à déverrouiller le calque et verrouiller tous les autres. Et là, normalement, quand vous activez le travail sur le bloc de numérotation, eh bien, ça s'active. On voit des poignées qui permettent de manipuler ça. On va redimensionner. Alors, si vous prenez la flèche noire et vous prenez une poignée du coin et vous redimensionnez, mais vous voyez que les proportions ne sont pas gardées. Donc là, on annule. CTRL Z sur le PC, Commande Z sur le Mac. Pour que les proportions soient gardées, il faut enfoncer la touche majuscule, donc la touche Shift. On ne parle pas de la touche verrouillage majuscule, on parle de la touche majuscule. On l'enfonce pendant qu'on prend la poignée du coin et on réduit. On lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule et on a gardé un cercle parfait. On a redimensionné le bloc proportionnellement. Le problème de ça, c'est que le texte à l'intérieur ne s'est pas redimensionné. Et il n'y a plus assez de place pour se mettre, dans mon cas. Il est en excès, il est en dehors du bloc. J'annule, CTRL Z, et je vais en fait redimensionner le bloc, mais cette fois-ci en redimensionnant également le caractère qui est à l'intérieur. Et pour ça, il faut prendre l'outil de transformation manuelle. Avec la touche majuscule, on prend une poignée du coin. Majuscule enfoncée, je prends une poignée du coin. Vous voyez que ça se redimensionne? Parfait. Lâchez le bouton à souris, puis la touche majuscule, bien sûr. Sinon, ça ne sert à rien de contraindre. D'accord? Parfait, là, ça va me faire un numéro plus petit. Je peux aller double-cliquer sur les pages et regarder ce que ça donne. Avec la touche W, je vois même sans les constructions. C'est encore mieux. Parfait. Je redouble-clique sur le gabarit. Donc, cette lettre A n'est bien sûr pas la lettre A majuscule. C'est une balise. On a inséré dans le bloc précédemment une balise de numérotation en ayant le curseur texte qui clignote dans le bloc texte, un bloc circulaire. On a fait un clic droit, insérer un caractère spécial, marque numéro de page active. Et ça prend la lettre qui correspond au gabarit. Donc ce n'est pas une lettre A majuscule, parce que si on tape A majuscule, voilà, c'est ce que je viens de faire ici, et quand je vais sur n'importe quelle page, c'est la lettre A majuscule qui s'y retrouve, c'est foireux. Donc je redouble-clique sur le gabarit. Il est bien indiqué A gabarit en bas à gauche, je suis bien en train de travailler sur le gabarit. Pourquoi est-ce que je précise? Parce que quand je dis aux gens de double-cliquer sur le gabarit, il y en a qui font juste cliquer. Et ils sont toujours à ce moment-là en train de travailler sur le document. Non, c'est vraiment dans le gabarit qu'on va. Donc je supprime ça et je vais insérer vraiment le signe de numérotation automatique que vous aviez déjà. Je vous montre juste qu'il ne s'agit pas d'une lettre A majuscule bêtement. D'accord, Alt roulette, je vais zoomer en arrière. Tant qu'à faire, je vais aller supprimer avec la flèche noire la numérotation automatique qui se trouve sur la page de droite. Je la sélectionne, touche suppression. Ok, alors petite astuce, si vous voulez faire la balise ici de numérotation, vous voulez la faire exactement à la même distance du bord inférieur et du bord de la page. Vous voulez faire ça sur l'autre page, on va ruser. Donc allez-y, prenez un bloc comme celui-ci par exemple, un outil pour créer des blocs. Dans la palette des outils, vous n'avez pas de couleur affectée, mais vous allez peut-être mettre la case de fond en avant-plan dans la palette des outils. On clique simplement sur la case de fond une fois qu'on a sélectionné l'outil qui sert à faire des blocs. On met en avant-plan la case de fond. On va aller chercher la palette des couleurs, donc menu fenêtre, couleur, nuancier, c'est menu Window, Color, Swatches. C'est le nuancier.
C'est avec ça qu'il faut travailler dans InDesign. On ne double-clique pas sur l'icône ici et choisir la couleur dans le sélecteur de couleurs. Ça, c'est foireux, faites ça dans Photoshop, mais pas dans InDesign et pas dans Illustrator non plus d'ailleurs. Vous avez la palette nuancier, menu Window Color Swatches en anglais, menu fenêtre, couleur, nuancier. Vous pouvez choisir une couleur, comme n'importe laquelle. Mettez pas de couleur de contour, c'est important pour ce qu'on va faire. Et vous allez tracer un rectangle, deux rectangles. Oui, il va falloir lui remettre sa couleur. Parce qu'il avait un style qui est arrivé. OK. Touche W pour voir la construction. Attention, hein. Mettez-vous en affichage aperçu. En affichage normal plutôt. Pas aperçu justement. Avec la touche W, passez en affichage normal. Et là, vous arrivez à créer vos deux blocs en couleur. Il faut leur attribuer la couleur finalement. Il faut qu'ils soient sélectionnés comme ça avec la flèche noire. Case de fond en avant-plan. Vous cliquez dans le nuancier pour leur donner leur couleur. Ok, eh bien arrangez-vous pour faire ceci. Il faut que le bloc ici, il faut leur dimensionner avec la flèche noire, de manière à ce qu'il colle au bord de la page, mais également qu'il colle au bord du bloc de numérotation. Oui, si le numéro bouge, c'est pas grave, hein. C'est parce qu'il y a de l'habillage en fait. Voilà. Oui, il y a de l'habillage qui est venu sur le bloc, ça vient d'un style d'objet qui se trouve dans le menu fenêtre style d'objet, mais c'est pas important ici. Ça peut être enlevé facilement en sélectionnant le bloc et en faisant Alt-clic sur le mot 100. Il va falloir lui mettre de la couleur. Mais c'est pas important, s'il y a de l'habillage, c'est pas grave. Si ça vous intéresse d'enlever l'habillage, c'est menu Window, Styles, Object Styles, menu Fenêtre, Style d'objet. Et quand je suis dans les styles d'objets, il y avait un petit signe plus à côté du mot 100. J'ai fait Alt-clic, j'ai remis de la couleur, et voilà. Il n'y a plus de la marge d'habillage qui repoussait le texte. On voit que le texte ici, la balise, reste bien au centre. Elle n'est plus ennuyée par l'habillage de texte. Mais ça n'a aucune importance. Si vous avez de l'habillage de texte sur ces blocs, ça marche quand même, ce qu'on va faire. Eh bien, vous allez déplacer ces trois blocs en enfonçant la touche Alt. D'abord, il faut les sélectionner avec la flèche noire. Vous pouvez les englober pour les sélectionner tous les trois, comme ça, avec la flèche noire. Et puis, avec la touche Alt, enfoncez, vous les déplacez avec la flèche noire. Ça fait une copie. Vous allez la mettre, la copie, là, plus loin, sur le bas à droite de la page de droite. Puisque c'est un gabarit double page, il y a une page de gauche, une page de droite dans ce gabarit. Donc cette astuce de la touche Alt pour faire une copie d'un objet qu'on déplace, ça marche dans tous les logiciels Adobe. Bon, ben la suite, elle est simple. Regardez, je positionne, je bouge mes choses, voilà. Je positionne mon rectangle comme ça, celui-là comme ça. Et je vais positionner mon cercle comme ça, voilà. Je suis certain que le cercle là est à la même distance du bord de la page, et en bas aussi, par rapport à ce qu'il est là de ce côté-là. Donc c'est une petite astuce, j'ai utilisé des petites cales que je vais pouvoir bouger et les mettre sur le bord là. N'hésitez pas, une fois que c'est fait, vous les bougez. Voilà. Clic, majuscule, clic, et vous les mettez sur le bord. Les numéros, eux, vous ne les bougez pas, bien sûr. Voilà. Résultat, quand vous allez sur vos doubles pages, les numéros sont bien symétriques sur les doubles pages. Il n'y a pas de problème. Parfait. Et on va enregistrer le document sous un nouveau nom, menu fichier enregistrer sous. Vous enregistrez dans le dossier de démarrage là, mais vous allez changer un peu le nom. Par exemple, ça va être version 61 au lieu de 60. Voilà. Alors, on va sur le document, sur les pages qui sont numérotées maintenant
22. Évidemment, maintenant que les numéros sont plus petits, c'est plus difficile de les voir quand on est en train de travailler dans InDesign. Mais c'est pas très grave, voilà. Donc, vous allez sur la page 22 et on va indiquer qu'on travaille sur le calque qui contient les textes. Donc, vous allez dans le menu Fenêtre, Calque, si votre palette des calques n'apparaît plus, menu Window Layers, et on refait la même opération que tout à l'heure. Alt, clique sur le verrou une fois, deux fois. On clique sur le mot texte. On est en train de travailler sur le calque texte. Les autres calques sont verrouillés. Ok, quand vous avez ça, vous arrivez avec la flèche noire à cliquer sur un des blocs texte des pages 22-23. Et vous voyez qu'ils sont chaînés. Le texte coule de la page 22 vers la page 23, et puis il coule encore de la page 23 à la 24, sauf que il n'y en a pas assez de toute façon. Là, il s'arrête en première colonne de page 23. Ok, alors, vous avez donc deux blocs de texte chaînés, page 22, page 23, à condition bien sûr que votre document commence en page 21. On a vu comment faire pour qu'il commence en page 21 tout à l'heure, c'était dans la palette des pages, menu Window Pages, je pense, hein, ça s'appelle comme ça en anglais, la palette des pages. Voilà, et on a double-cliqué sur le triangle là pour indiquer qu'on commence en page 21. Vous avez la même fonction dans le menu de la palette des pages, je ne vous conseille pas d'utiliser, vous risquez de créer une deuxième numérotation dans le document. Vraiment, si vous voulez modifier la numérotation dans ce document, double-cliquez sur le triangle dans la palette des pages, n'allez pas dans le menu chercher les options de numérotation et de section. Ça risque d'être la cata. Alors, en fin de page de droite, on va casser le chaînage. Vous cliquez sur le petit triangle qui indique ici que le texte continue sur la suite. Clic. Vous avez une chaîne cassée qui apparaît quand vous survolez le petit triangle. Vous cliquez à nouveau une fois. Et voilà, on devrait maintenant avoir un bloc qui se termine là. On a cassé le chaînage, on a juste deux blocs chaînés. Il n'est plus chaîné avec le bloc de la page 24. Donc c'est clic sur la porte de sortie, avec le triangle qui allait vers la droite. On a une icône de chaîne cassée, on clique à nouveau, et voilà, on a cassé le chaînage. Donc votre remarque, c'est ceci, en fait, si vous recliquez sur la case vide cette fois-ci, InDesign croit que vous voulez chaîner ce bloc avec un autre. Et donc il vous montre le curseur spécial de chaînage. Dans ce cas-là, changez de curseur. Changez d'outil rapidement, revenez à la flèche noire et vous êtes sorti du mode de chaînage. Donc c'est tout à fait normal. C'est comme ça qu'on chaîne un bloc avec un autre, c'est en cliquant sur la petite case vide. Voilà, et attention à ce que vous faites. Hein. Donc dans ce cas-là, on sort tout de suite de ça en changeant d'outil. Voilà. Ok, on va maintenant sur la page 24, la suivante. Et vous remarquez qu'on a un chaînage. Ça se voit, cette espèce d'élastique qui relie les deux blocs, quand on est en affichage normal et que dans le menu affichage extra, on a demandé de afficher le chaînage de texte. Menu affichage extra, menu display extra, show text thread en anglais, afficher le chaînage de texte. Mais le document avait déjà cette option qui était enclenchée. Quand vous récupérez un document et que la personne qui l'a créé a enclenché des options, ça arrive parfois, c'est inscrit dans le document. Donc là, c'était inscrit dans le document que les chaînages devaient être matérialisés par un élastique entre les blocs quand on active n'importe lequel de ces blocs. Alors on va mettre du faux texte là-dedans. On pourrait coller du texte qui vient du web, mais on va mettre du faux texte en attendant de mettre du vrai. Avec l'outil texte, vous cliquez dans le bloc et le curseur clignote. Bien sûr, si vous cliquez dans le bloc de la page de droite, le curseur s'affichera toujours dans le bloc de la page de gauche, puisqu'ils sont chaînés. C'est comme si c'était un bloc en fait.
le texte coule d'un bloc à l'autre. Si je clique avec l'outil texte dans le bloc de droite, ben, le curseur il est en bloc de gauche, c'est logique. On fait un clic droit, remplir avec le texte de substitution. Donc en anglais c'est Fill with placeholder text. On a du texte qui est assez grand. Là, on va aller voir, tiens, en ayant le curseur texte quelque part dans le texte, donc pas la flèche noire, mais vraiment le curseur texte quelque part dans le texte, vous allez faire apparaître les styles de paragraphes. Alors, dans le menu texte en haut de l'écran, vous allez chercher les styles de paragraphes. Paragraph styles. Les styles de paragraphes apparaissent. Ils sont indiqués en français parce que, bon, la personne qui a fait le document parlait français, évidemment. C'est les noms donnés au style. Et vous voyez que le texte a pris le style de paragraphe qui s'appelle texte introductif. D'accord, en anglais c'est type. Menu type, paragraph styles. Et quand vous cliquez dans le texte, vous remarquez qu'il utilise le style qui s'appelle texte introductif. On va changer ça parce qu'on voudrait un texte qui soit plus petit. Alors, vous faites un CTRL A, commande A sur le Mac, CMD A sur le Mac, CTRL A sur le PC, ça sélectionne tout, c'est l'équivalent évidemment de menu édition, tout sélectionné. Edit Select All en anglais, et vous appliquez le style corps du texte body. S'il y a un petit signe plus à côté, vous faites Alt-clic sur le nom du style pour être certain de forcer son application. Mais là, j'en avais pas de petit signe plus à côté du nom, donc ça va. Bien. Donc, on continue. Et le texte, on va faire en sorte qu'il remplisse les 2 pages. Donc, à nouveau, vous devez demander clic droit, remplir avec le texte de substitution. Donc, fill with placeholder text. Et voilà. Ben oui, parce que forcément, le texte qui avait rempli les 2 pages tout à l'heure, il était grand. Si on le fait plus petit, il ne remplit plus les 2 pages. C'est du faux latin, donc, ce qu'on appelle du lorem ipsum. Ça ne veut rien dire du tout. Ben, si vous cherchez un peu, vous allez trouver des trucs dégueulasses, parce que les Romains ils faisaient parfois des trucs dégueulasses. Mais avec un peu d'imagination, vous allez trouver. En tout cas, voilà, on a réussi à remplir les 2 pages avec du texte. Vous allez enregistrer le document sous un certain nom. Je change juste le numéro, tiens, voilà. Dans le dossier de démarrage. Bien. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire disparaître la colonne de droite de la page de droite, et on va le faire grâce à un bloc image qui habille. Donc, vous allez dans la palette des calques et on va travailler sur le calque image. Vous faites Alt-clic sur le verrou dans la palette des calques, la palette Layers. Alt-clic une fois, 2 fois, on travaille sur le calque image, il faut le mettre en surbrillance comme ça pour indiquer qu'on travaille sur lui. Les autres calques sont verrouillés, on est certain de ne pas travailler sur eux. Vous prenez l'outil de création d'images, de bloc image en fait. Vous le tracez sur la page de droite. Bon, en fait, il est en dessous du texte, mais il arrive normalement avec un style d'objet qui fait en sorte qu'il habille ce bloc. Il a même une marge d'habillage, c'est ça la double ligne. On a le bloc avec ses poignées, mais on a une zone de 4 mm, ça a été réglé comme ça, qui repousse le texte. Avec la flèche noire, vous allez pouvoir le déplacer, vous voyez qu'il repousse le texte, c'est ce qu'on appelle l'habillage. Si jamais vous n'aviez pas le style d'habillage qui arrive, ça peut arriver,
il faut aller dans le menu Fenêtre, Style, Style d'objet, Window Styles, Object Styles. Allez-y. Vous allez voir qu'il y a différents styles d'objets qui ont été faits pour ce document. Alors, il se trouve que la petite icône ici est mise en face du style des images qui habillent. C'est pour ça que dès que j'utilise cet outil-là, c'est ce style-là qui est utilisé. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, vous aurez un autre style qui est utilisé. Par exemple, style d'objet 1, voilà, il ne fait rien du tout. Bloc texte pleine page de colonne, il ne fait rien du tout ici non plus. Voilà. Ben, c'est celui-là qu'il nous faut. Si ce n'est pas ce style-là qui est activé, activez-le. Il faut une image flottante, c'est-à-dire qui flotte au-dessus du texte, même si en fait il est en dessous. Hein, même si l'image est en dessous, on le sait parce que le calque image est en dessous du calque texte. Mais en tout cas, voilà, c'est une image qui repousse le texte. Et vous vous arrangez avec la flèche noire pour qu'elle fasse, par exemple, ceci. Voilà. Sur toute la colonne de droite, elle va repousser le texte. On peut la mettre comme ça, voilà. C'est une manière facile de se débarrasser du texte sur une des colonnes. Bien sûr, on pourrait mettre une image dans ce bloc. C'est ce qui a été fait pour d'autres pages, en fait. Si je vais voir plus loin, voilà, par exemple ici, en page 37, ceci, c'est un bloc image qui habille et qui a été mis sur toute une colonne. Si on le bouge, voilà, on le voit. Hein, et on peut même le mettre sur la colonne de droite. Voilà. On peut aussi agrandir le bloc en dehors des limites de la page. C'est quelque chose qui est pas mal, ça. De faire sortir les images jusqu'au bord des pages, même au-delà, ce qu'on appelle du fond perdu. Ça donne un côté professionnel au document. Quand on regarde avec la touche W le document, on voit que ça ressemble un peu à un magazine ou une encyclopédie. Alors qu'avant, quand il y avait du blanc autour de l'image, ça n'était pas le cas. Vous avez vu sur la page 37, où il y en a toujours le numéro qui est là discret, en prenant la flèche noire et en repositionnant le bloc comme ça, vous avez un look professionnel sur la page. C'est autre chose que du Microsoft Word, évidemment. InDesign est très souple quant au positionnement des éléments texte et page, donc avec un peu de bon goût, en vous inspirant de choses qui existent, de documents existants, vous arriverez à faire des documents qui en jettent. Et c'est super important, parce que quand vous allez faire des dossiers de présentation, votre contenu, il doit être bon, bien sûr, mais il sera encore meilleur si la mise en page est bonne. C'est vraiment connu que la mise en page, une bonne mise en page, améliore la perception qu'on a du contenu. À contenu égal, celui dans un document genre Word va moins impressionner que celui dans un document InDesign. Word, c'est très bien pour faire de la bureautique, mais dès qu'on est dans le monde du graphisme, on essaye quand même de faire un peu mieux. Ok, donc on a notre bloc qui repousse le texte là sur la page 25. Ok, alors on va maintenant retravailler sur le calque texte, donc dans la palette des calques, menu Window Layers si vous ne la voyez pas, menu Fenêtre calque en français. Alt-clic sur la case vide en face du calque du texte, une fois, deux fois, jusqu'à ce que tout soit verrouillé, sauf le calque texte. Et vous cliquez sur le mot texte pour indiquer que vous travaillez sur lui. Ok. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va placer sur le bord du texte un bloc qui va contenir un extrait du texte pour essayer d'appâter le lecteur, un espèce de résumé, quoi, une phrase clé. Bon. Alors, je vais avec l'outil texte aller chercher
vraiment une phrase clé du texte qui, je sais, c'est un peu dégueulasse ce que ça raconte, mais il faut bien attirer le lecteur. Alors je vais prendre ça par exemple. Vous avez du texte différent parce que ça vous a généré un texte différent chez chacun d'entre vous. C'est du texte latin aléatoire. Donc prenez n'importe quoi comme phrase, à peu près cette longueur-là, quoi, on va dire. Oui, c'est bien ça. 3-4 lignes de texte que vous sélectionnez. Ok, et vous faites un CTRL-C, commande C sur le Mac, CTRL-C sur le PC, c'est donc édition, copier. Alors, petite astuce, quand vous êtes en train de travailler sur du texte avec l'outil texte, comme c'est le cas ici, si vous voulez bouger le texte dans sa fenêtre, c'est pas la barre d'espacement qu'il faut enfoncer pour appeler la main, c'est la touche Alt. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous avais dit barre d'espacement pour avoir la main pour bouger. Mais là, quand on est en train de travailler sur du texte, avec l'outil texte, c'est la touche Alt qui vous permet de bouger le document dans sa fenêtre. Donc, petite astuce très intéressante de savoir que c'est comme ça qu'on va appeler la main pendant qu'on est en train de travailler sur du texte. C'est avec la touche Alt. Alors on va créer un nouveau calque qu'on va appeler texte sur texte. Vous allez dans la palette des calques, vous cliquez sur le bloc de feuilles pour faire un nouveau calque. Vous pouvez double-cliquer sur le calque pour l'appeler texte sur texte. OK. Et ce calque va servir à recevoir des blocs texte qui vont habiller un autre bloc texte. Ça fait partie de la panoplie des possibilités pour avoir un document qui est attrayant. Vous allez faire Alt-clic en face de ce calque pour verrouiller les autres calques. Plusieurs fois s'il faut, Alt-clic. Vous allez tracer avec l'outil texte un bloc, ce genre-là. Donc il est sur le calque qui s'appelle texte sur texte. La preuve, c'est que ce calque, ces vecteurs apparaissent en couleur bleu cyan. Et mon bloc est couleur bleu cyan. Donc directement, je peux voir, tiens, ce bloc, il est certainement sur ce calque-là. Il y a beaucoup de chance. OK. Vous mettez l'outil texte dans le bloc et vous faites un CTRL-V pour coller à l'intérieur. Alors. Alors là, on a un truc un peu bizarre. Le bloc habille, c'est-à-dire que si je l'approche sournoisement avec la flèche noire, je l'approche sournoisement du texte ici, ben il habille. Bon, vous allez dans le menu Objet, Options de bloc de texte. Donc c'est menu Object, Text Frame Options dans la version anglaise. CTRL-B, si vous voulez. Et vous allez dire, pendant que ce bloc est activé, vous dites pas, hein, vous cliquez. Ignorez l'habillage. Et le texte que vous avez collé dans le bloc devrait apparaître. En tout cas, voilà, si vous approchez sournoisement, cette fois-ci, ça donne bien, ça repousse le texte, c'est pas mal. Bon, alors il nous reste 2-3 choses à faire ici. Le texte à l'intérieur du bloc, on va quand même faire en sorte qu'il ait un look différent que le texte qui est dans les colonnes. Parce que là, pour l'instant, ça ressemble à rien du tout. Si je regarde avec la touche W, ça ressemble absolument à rien du tout, ça. Le but est d'avoir un extrait qui apparaît là, en plus grand. Donc, vous sélectionnez le bloc avec la flèche noire, et on va modifier l'aspect du texte avec la palette caractères.
D'abord, on va peut-être faire en sorte que le texte apparaisse, soit centré verticalement dans le bloc. Vous allez dans les options de bloc de texte. C'est là où on vient d'aller pour aller dire que le texte est insensible à l'habillage. Et on va dans alignement ici, alignement centré. C'est l'alignement vertical. Ok, vous voyez que le texte est verticalement centré dans son bloc. On va chercher la palette des caractères, menu texte, menu type en anglais, caractères. Pas les styles de caractères. On n'a pas utilisé dans ce document de style de caractère. Un style de caractère, c'est quand on veut que dans un paragraphe, il y ait un mot qui apparaisse différemment. Ici, j'utilise, et ça c'est vrai que c'est un peu vicieux, j'utilise la palette caractères pour modifier tous les caractères qui sont dans le bloc. Alors on va essayer de trouver un caractère qui est peut-être avec une police bâton, alors qu'on utilise une police à empattement. C'est une police à empattement qu'on a actuellement. Il y a des petites pattes au bout. Mais on va peut-être prendre une police qui n'a pas les petites pattes, donc une police bâton. Une manière de faire, c'est de cliquer dans le nom de la police ici, et puis avec les flèches haut et bas sur le clavier, vous pouvez passer en revue les polices. Et vous allez trouver à un certain moment une police bâton. Alors, certaines polices ont des variantes de police, d'autres pas. En général, les polices un peu artistiques n'ont pas la variante de police parce que c'était déjà assez pénible pour ça, comme ça, pour faire le régular, le normal. Et donc, il n'y a pas eu de variante qui a été créée. Il y en a d'autres qui ont des variantes. Alors, certaines polices eh bien, ne vont pas fonctionner avec du texte qui a des accents. Si vous voulez mettre, finalement, remplacer le texte, le faux latin là, par du français, vous avez peut-être intérêt à faire ceci. Tapez avec l'outil texte un mot avec accent dans le bloc. Donc, vous tapez, par exemple, école. Voilà. Et ça va être vraiment flagrant. Je resélectionne avec la flèche noire le bloc. Je clique là, ça va être flagrant que parfois, avec certaines polices, le E accentué va se transformer en une barrette rose pour indiquer que la police ne contient pas de caractère accentué. Elle est prévue uniquement pour écrire en anglais. Voilà, par exemple ça. Ah, c'est pas rose, c'est un carré comme ça. En tout cas, voilà, ça c'est clair que cette police-ci, par exemple, charcoal, n'a pas de caractère accentué. Bon, ben ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Bon, je cherchais une police bâton. Bien sûr, vous avez aussi la possibilité de les chercher là. Il y a plein de manières de faire. Bon, on n'est pas là pour expliquer toutes les manières de trouver une police parce que c'est... Sinon, on est parti pour quelques heures, en fait, d'expérimentation. Enregistrer le document. On n'est jamais trop prudent, il faut régulièrement enregistrer. Ça vous permettra, au cas où vous travaillez tout seul chez vous et vous êtes coincé, je ne suis pas là pour vous aider, vous n'aurez qu'à réouvrir la version d'avant. Si vous foirez tout et que vous effacez tout, également. Si le document devient corrompu, la structure XML du document devient corrompue, il est illisible par InDesign à un certain moment, mais il vous restera la version d'avant. On a vraiment beaucoup d'intérêt à enregistrer régulièrement sous un nom différent. Ça n'a que des avantages. On va agrandir la taille du caractère. Je vous rappelle que c'est un extrait pour attirer le lecteur pour qu'il lise tout. Et donc, on a intérêt à agrandir ici le caractère. Son interlignage peut être... Voilà.
On va peut-être également demander que les mots ne soient pas coupés. Dans ce cas-là, il ne faut pas qu'ils soient trop grands quand même, hein, parce que si vous avez un mot qui est plus large que l'espace qu'il y a pour le mettre, tout va disparaître. Dès que vous décidez de désenclencher la coupure des mots, la césure, si vous avez un des mots qui est plus large que l'espace disponible, tout le texte disparaît. C'est une erreur habituelle. Donc attention à ça. On va désenclencher la césure en allant dans le menu de la palette caractères jusqu'à la ligne, excusez-moi, c'est la palette paragraphe. On va dans la palette paragraphe, menu texte, menu type en anglais, paragraphe. Et on va utiliser cette fois-ci le menu de la palette paragraphe, césure, hyphenation en anglais. Ça commence par HYP. Donc menu type, paragraphe, menu texte, paragraphe, menu de la palette paragraphe, césure, hyphenation en anglais, vous décochez le mot césure ici, ok. Vous n'avez plus de coupure de mots. Avec la flèche noire, le bloc peut être redimensionné éventuellement. Pour être plus large, voilà. Ben oui, parce que là, ça devenait un peu foireux en fait, hein. Donc n'hésitez pas, vous avez toute la colonne de droite qui a été vidée grâce au bloc image qui repousse le texte. Et maintenant, je suis en train de travailler sur un bloc texte qui repousse le texte aussi, mais il a de la place pour s'élargir un peu. Alors, on va faire en sorte que le texte, entre ce texte-là et l'autre texte, il y ait une marge plus grande. Vous allez dans le menu Fenêtre, habillage de texte, c'est donc en anglais Window Text Wrap. Donc Window Text Wrap, et vous devriez voir, elle est là, la palette habillage de texte, la palette Text Wrap qui est là. On a déjà le bloc qui est en habillage. Si vous le désenclenchez, l'autre texte passe en dessous et n'est plus repoussé. Donc pendant que vous avez le bloc ici sélectionné avec la flèche noire, vous avez le choix de désenclencher ou réenclencher l'habillage. Mais enfin, moi, il me faut qu'il soit enclenché. Et ce que je vais faire, c'est augmenter la marge d'habillage. Voilà. Ah oui, on va mettre la petite chaîne ici. Remettez la chaîne non cassée, en fait, hein. Ce sera mieux. Comme ça. Voilà, comme ça, quand vous augmentez la marge, ça augmente dans tous les sens. Et c'est pas plus mal. C'est pas chouette, ça? Voilà. Je vais redimensionner un peu. Ça peut se repositionner comme on veut. Bon, il est grand, mais bon. Après, ça peut se redimensionner entièrement avec l'outil de transformation manuelle s'il faut. Mais bon, là, on voit comment il faut faire. Après, vous allez adapter. Bon, vous avez compris le principe de la marge d'habillage, alors. Le deuxième cadre qu'on voit là. Alors, on va mettre une couleur de fond à ce bloc. Vous allez, en l'ayant sélectionné avec la flèche noire, vous allez mettre la case de fond à l'avant-plan, si ce n'est pas déjà le cas. Donc pas comme ça c'est le contour à l'avant-plan, il faut que ce soit le fond à l'avant-plan. Vous allez chercher maintenant la palette des couleurs, nuanciers en fait. Menu Window Color Swatches, menu Fenêtre Couleurs Nuanciers. Donc dans la palette nuancier, vous pouvez utiliser comme couleur de fond une des couleurs qui est là. Vous pouvez aussi créer votre couleur en allant dans le menu de la palette nuancier et demander Nouvelle couleur. Là-dedans, vous allez demander une couleur RVB. Tant qu'à faire, on va faire une couleur vive. Pourquoi se limiter aux couleurs CMJN? Donc, à la place de CMJN, CMYK en anglais, vous choisissez RGB, RVB.
et vous créez votre couleur avec les curseurs. Alors voilà l'astuce. On crée la couleur en positionnant le curseur sur la couleur qui nous intéresse. Par exemple, tiens, c'est cette couleur-là qui m'intéresse. Ben, je mets ce curseur-là à cet endroit-là. Et c'est la couleur que j'ai obtenue. Alors, petite astuce qui fonctionne dans tous les logiciels Adobe. Quand vous avez créé une couleur avec vos curseurs comme ça, si vous enfoncez la touche majuscule sur le clavier, je parle de la touche majuscule, pas verrouillage majuscule. Donc c'est la touche Shift, pas la touche Caps Lock. En ayant la touche majuscule enfoncée, quand vous bougez un des curseurs, tous les autres bougent et ça modifie l'intensité lumineuse de votre couleur. Voilà. Donc c'est en quelque sorte le curseur luminosité, mais qui en fait est caché. Ok. Bon, je vais bouger un peu pour avoir une couleur bien vive. On m'a dit que tiens, problème. Mais non, pas problème. La couleur que j'ai choisie sera plus terne si je l'imprime. C'est ça que ça veut dire. C'est pas grave. Je clique sur OK. Voilà. Donc, vous avez créé une couleur avec 3 composantes rouge, vert, bleu. Quand vous allez exporter votre PDF pour l'imprimeur, il va être converti, la couleur va être convertie en CMJN. Mais si vous convertissez, si vous exportez pour un livre électronique ou une application iPad ou tablette Samsung ou Android, la couleur restera vive comme ça. Pas de problème. La couleur peut encore être changée, bien sûr, en double-cliquant sur elle, même si l'objet n'est pas sélectionné. Là, je clique à côté, avec la flèche noire, il n'est pas sélectionné. Eh bien, en double-cliquant sur la couleur, on peut faire réapparaître les options de nuance. Avec la case aperçue, vous allez voir directement ce que ça donne dans le document. Tous les objets qui vont utiliser cette couleur se modifieront. Ça peut être intéressant pour créer des mises en page sympas. Modifier toute une mise en page en modifiant la couleur dans le nuancier. Tous les objets qui utilisent cette couleur se modifient. Voilà. Alors, je resélectionne l'objet avec la flèche noire, parce que bien sûr, il y a quelque chose qu'il faut changer ici. Il faut mettre une marge intérieure au bloc, il faut que le texte ne colle plus au bloc. Quand il n'avait pas de couleur, ça n'avait pas d'importance, mais maintenant qu'il a une couleur, il faudrait quand même qu'il ne colle pas au bord du bloc. Et pour ça, c'est dans les options de bloc de texte, donc CTRL-B sur le PC, commande-B sur le Mac, menu Objet, options de bloc de texte, Text Frame Options. Vous avez la case aperçue cochée, c'est très bien. Quand vous modifiez ici les marges intérieures du bloc, vous allez repousser le texte à l'intérieur. Et voilà. Objet, option de bloc de texte, Text Frame Options. L'objet doit être sélectionné avec la flèche noire, évidemment, pour indiquer qu'on travaille sur lui. Et vous déterminez les marges intérieures à cet endroit-là. Ok, comme c'est du texte justifié, je vais un peu agrandir avec la flèche noire pour qu'il ait un peu plus de place. Voilà. C'est du texte justifié, il colle de chaque côté de la colonne, enfin du bloc. Et donc il a besoin quand même de pas mal de mots par ligne pour que ça ait l'air d'être correct visuellement. S'il n'y a pas assez de mots par ligne, c'est un peu du n'importe quoi. Enregistrer le document. Alors, vous sélectionnez avec la flèche noire et on va redimensionner tout avec l'outil de transformation manuelle qui va transformer à la fois le bloc et son contenu. Regardez pendant que vous faites ça la palette caractères ainsi que la palette paragraphe. Les valeurs que vous avez mises, la palette habillage, ça devrait le faire aussi. Les valeurs devraient changer en fait. La taille du caractère, l'interlignage, la marge ici, ça devrait se modifier.
Quand vous prenez l'outil de transformation manuelle, vous prenez une poignée du coin, avec la touche majuscule enfoncée, vous redimensionnez. Voilà. L'habillage n'a pas changé par contre, juste le caractère. L'habillage, il faudra aller manuellement le changer, s'il faut. Donc, vous avez les valeurs ici qui se modifient. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas trouvé directement la bonne taille de caractère pour ce bloc, vous pouvez la chercher ici en fait. Alors un truc intelligent à faire, ce serait au départ de ce bloc de créer un style d'objet et un style de paragraphe. Comme ça, vous allez pouvoir réappliquer ça sur plein d'autres blocs dans le document. Donc tout le travail qui a été fait ici n'aura été fait qu'une seule fois. Vous allez dans la palette style d'objet en ayant sélectionné le bloc là. La palette style d'objet, c'est dans Fenêtre, Style, Style d'objet. Window Styles, Object Styles. En ayant votre bloc sélectionné, vous cliquez sur le bloc de feuille, oui, dans le bas de la palette des styles d'objets. Alors, il ne l'a pas fait? Si, il me l'a fait. On va faire comme ceci, on va aller dans le menu de la palette style d'objet, nouveau style d'objet. Comme ça, il prend tout. Menu de la palette style d'objet, nouveau style d'objet. Donc tous les paramètres devraient se retrouver là, y compris la couleur de fond du bloc et tout. Ok. Bon, une fois qu'il est fait, vous pouvez appliquer le style à cet objet-là. Ah oui, le nommer au fait. Oui, je vais le nommer. Bon, ben appelons-le bloc couleur sur le côté des paragraphes, par exemple. Un truc de style, tant que vous vous souvenez de ce que ça veut dire. Et un truc super important, c'est ceci. Dans général ici, d'après, il faut surtout indiquer d'après 100. Sinon, vous créez en fait, si vous laissez ça comme c'était, vous créez des parentages de style et vous n'allez pas vous en sortir. Donc, quand vous êtes débutant dans InDesign, prenez la bonne habitude, quand vous créez un style, indiquez toujours d'après 100. Ici. Parce que le problème, c'est que si vous changez le style de bloc double colonne, là, qui sert pour... c'est celui qu'on a sur la page, là, par exemple. Hein. Si vous changez le style de bloc là, ça va modifier également votre bloc. Parce qu'il est l'enfant. Le style enfant, et ça ne va pas. Donc, d'après 100, vous lui avez donné le nom que vous voulez, et... OK. Comme ça, vous pourrez recréer n'importe quel bloc texte par la suite. Voilà. Un bloc texte que je viens de créer par cliquer-glisser avec l'outil texte. Il suffit que j'aille cliquer sur le nom bloc couleur sur le côté des paragraphes. Et voilà, il prend tous les paramètres. Il n'y a plus qu'à écrire le texte dedans ou le coller. Je recommence avec l'outil texte. Si je crée un bloc sur le côté, là, en faisant un cliquer-glisser, avec la flèche noire, je le sélectionne, je lui applique le style et il récupère tout. Voilà, tout de suite. Ça, c'était pour le bloc, c'était faire un style avec les paramètres du bloc. Maintenant, je vais faire un style avec les paramètres du texte. Vous mettez le curseur texte n'importe où dans le texte. Et avec la palette style de paragraphe, attention, ce n'est pas style de caractère. Je vous rappelle que style de caractère, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand on veut qu'un des mots dans un paragraphe soit différent des autres. Mais ici, il s'agit bien de décrire le contenu de tout un paragraphe. Donc on clique n'importe où avec l'outil texte dans le paragraphe. Et dans la palette style de paragraphe ici, menu
Type Paragraph Styles, vous demandez dans le menu ici de faire un nouveau style de paragraphe. Même chose, faites attention à ne pas créer de parenté de style. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est, mais sachez simplement que ça va vous ennuyer si vous en faites. Alors créez toujours, indiquez toujours d'après aucun. Et ça va être le paragraphe dans bloc sur le côté, par exemple. Voilà. Voilà. On peut appliquer à ce paragraphe le style qu'il vient de créer. Voilà. Alors j'essaye. Je vais créer un bloc texte là sur le côté. Je lui applique le style d'objet. Fenêtre, style, style d'objet. Windows Styles, Object Styles. Je lui applique le style bloc couleur sur le côté des paragraphes. Je vais mettre du texte à l'intérieur. Je lui applique le style de paragraphe. Et voilà, j'ai la même chose que là. Donc c'est rapide. Super intéressant les styles. Voilà, et je peux donc aller prendre un extrait du texte après avoir déverrouillé le calque texte. C'était le but, hein, c'est de montrer des extraits de texte. Copier. Et puis aller coller. Édition, coller sans mise en forme par exemple. Comme ça garde le style de paragraphe. Ça existe dans Word aussi, hein, le collage sans mise en forme. Voilà. Après, il faut les aligner pour que ça donne bien sûr. J'en mettrai pas plusieurs par page, par contre. Hein. Voilà. Vous pouvez le mettre au centre aussi, hein, c'est pas interdit. J'ai vu qu'il y en a qui avaient essayé ça, de le mettre au centre. Ça se fait, au centre, entre deux colonnes, ça marche aussi. Enregistrer le document. Alors, je vais vous demander d'aller sur le web et vous allez taper cette adresse-ci dans l'URL du navigateur. Ça devrait vous amener sur une image d'un oiseau. C'est donc bit.ly/ et vous tapez les deux Y3M de VD avec... oui, comme ça. En fait, il n'y a même pas de majuscule cette fois-ci, donc c'est facile. Donc ça, c'est l'image que vous avez récupérée. En fait, je vous ai simplifié avec Bitly, je vous ai simplifié l'adresse qui est un peu complexe. Comment est-ce que je l'ai trouvé? En tapant dans un navigateur web Flying Bird, je cherchais un oiseau qui vole. Public domaine entre guillemets, c'est une des manières de trouver des images que vous avez le droit d'utiliser même à des fins commerciales, c'est des images du domaine public. J'ai filtré en demandant dans les outils, donc dans la partie images de Google, bien sûr, j'ai filtré en demandant les images supérieures à 4 mégapixels, c'est-à-dire les images qui contiennent au moins 4 millions de pixels. Et les images avec un fond blanc. Majoritairement, elles devaient être blanches, donc fond blanc. Et donc, je suis tombé sur plein d'images que j'ai normalement le droit d'utiliser même à des fins commerciales. Et parmi toutes ces images, il y avait l'image que vous avez trouvée. Bon, vous êtes sur cette page-là, vous allez faire un clic droit, enregistrer l'image sous, et vous allez la mettre sur le bureau, dans un dossier que vous appelez Birds, par exemple. Voilà. Birds, on a dit idiot. Voilà. Donc, vous créez sur Windows votre dossier sur le bureau au moment où vous enregistrez. Il y a une icône pour créer un dossier dans la boîte d'enregistrement.
clic droit, enregistrer sous dans le navigateur web. Vous en profitez dans la boîte là pour créer un dossier Birds sur le bureau et vous y envoyez l'image. Voilà, elle y est. Vous lancez Photoshop et vous ouvrez l'image avec Photoshop. Donc Photoshop est là, voilà. Donc InDesign reste ouvert derrière, mais on va travailler dans Photoshop pour préparer l'image, pour la mettre entre deux colonnes de texte dans InDesign. Elle va habiller le texte. Donc vous êtes dans Photoshop. Là, je viens de demander dans le Mac de masquer les autres avec Alt, Command, H, mais sur le PC, vous n'avez pas ce problème-là. C'était juste pour ne plus voir le document InDesign derrière. Et vous ouvrez, fichier ouvrir, vous allez chercher, là où il se trouve, dans le dossier Birds, vous allez chercher l'oiseau. C'est bien sûr une image JPEG, il y a beaucoup de chances que ce soit une image JPEG quand on va chercher sur le web. Normalement, on ne doit pas commencer un travail avec des images JPEG, mais voilà, on n'a pas trop le choix ici. Comment faire autrement ? Alors, on nous dit que le document ne contient pas de profil incorporé. Si c'est une image qui vient du web, je vous conseille de lui attribuer le profil sRGB. OK. Comme ça, les couleurs seront celles que vous aviez vues dans le navigateur. Si je vais faire un petit tour dans le navigateur web, essayer de retrouver l'image, il n'y aura pas de décalage. Peut-être que vous n'avez pas eu le message, ce n'est pas grave. Retenez simplement que lorsque vous ouvrez une image dans Photoshop et que c'est une image qui vient du web, si Photoshop vous dit que l'image n'a pas de profil incorporé, vous lui attribuez, avec la boîte qui apparaît, vous attribuez le profil sRGB. Ici, j'enfonce la touche F sur le clavier pour passer plein écran. J'ai les mêmes raccourcis que dans InDesign, la barre d'espacement et Alt roulette. Et alors, le but ici est de faire en sorte que le fond de l'image soit blanc, en fait du transparent, tout en conservant vraiment la subtilité sur le bord de l'oiseau. Vous voyez qu'il n'est pas super net, il y a du flou. Donc baguette magique, ça ne va pas marcher, ça va faire un truc pourri. Vous voulez que j'essaye? Oui. Je prends la baguette magique. Je clique. Je m'arrange pour avoir du blanc à l'arrière-plan. Touche suppression sur le clavier. Ouais, ça remplit avec la couleur. Je vais plutôt mettre le blanc à l'avant-plan ici et faire Alt suppression. Voilà. Bon ben oui, vous avez un oiseau qui est sur fond blanc, mais toute la subtilité est partie. C'est pas bon. Donc la baguette magique, il faut le savoir, c'est vraiment l'outil des débutants, c'est super foireux. Je fais Alt, Commande Alt Z ici. Si vous voulez aller plusieurs fois en arrière sur le PC, c'est évidemment CTRL Alt Z. Je désélectionne, sélection, désélectionner. Faire une sélection sur un objet à bord flou, c'est difficile, il faut ruser. Et en fait, il ne faut pas faire de sélection pour y arriver. C'est ce qu'on va faire ici, on va faire de l'écrêtage de luminosité. Alors, dans la palette des calques de Photoshop, menu fenêtre calque, window layers, vous allez double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le transformer en calque qui peut avoir de la transparence variable. Donc, quand on double-clique à droite du nom arrière-plan, Photoshop propose de faire un nouveau calque, vous cliquez sur OK. C'est un calque à transparence variable, on peut même modifier ici l'opacité. Remettez à 100, c'était juste pour voir que la transparence est maintenant variable, alors que quand c'était un calque background, un arrière-plan, ça ne fonctionnait pas. On va créer un calque en dessous de celui-là. Vous pouvez faire un CTRL-clic sur le bloc de feuilles, commande-clic sur le Mac, CTRL-clic sur le PC. Ou alors, vous cliquez simplement sur le bloc de feuilles et puis vous déplacez la vignette en dessous de celle de l'oiseau. Le calque d'en dessous doit être activé, c'est-à-dire vous n'êtes pas avec celui-là activé, c'est vraiment celui d'en dessous qui est activé. Vous allez demander Édition, Remplir.
Raccourci clavier majuscule delete. Shift delete. Majuscule suppression. C'est le raccourci clavier. Faites édition remplir. Ça marche aussi. Remplir avec couleur. Fill with color. Dans la boîte qui s'ouvre, vous avez le bouton T qui est enclenché. C'est la teinte. Et vous choisissez, en bougeant le curseur, et la pastille là au milieu, vous choisissez du vert. Et vous remplissez OK. OK, OK. On a du vert dans le calque d'arrière-plan. Pourquoi du vert? Parce que c'est une couleur qui n'existe pas vraiment dans ma photo, au-dessus. Et parce que c'est une couleur très vive. Je vais faire une opération bientôt qui va rendre invisibles les pixels les plus clairs du calque 0, du calque de l'oiseau. Et pour bien voir ce que je fais, j'ai mis une couleur de fond vert. Comme ça, ça me permettra de bien voir, quand je vais rendre transparent, les pixels les plus clairs du calque de l'oiseau. Alors, vous double-cliquez à droite. Ah non, attendez, avant de faire ça, on va faire autre chose. On va aller voir dans la palette des couches. Menu Fenêtre, Couches, menu Window, Channels. Vous allez devoir cliquer sur chaque couche, rouge, vert, bleu, et regarder ce qui se passe. Dans quelle couche l'oiseau est le plus contrasté par rapport à son fond. Ben, c'est dans la couche bleue, on dirait. Vous voyez, il faut qu'il se détache le plus possible en silhouette par rapport à son fond. Une fois que vous avez repéré dans quelle couche il se détache le plus de son fond, vous réactivez le travail sur toute l'image en cliquant sur le mot RVB. Ceci est un mot. Ceci n'est pas un mot. Vous avez donc cliqué sur le mot RVB parce que vous n'êtes pas débile, vous n'avez pas cliqué là. Vous savez que ce n'est pas un mot, ça. Hein? D'accord. Bon, retenez couche bleue. Vous allez maintenant double-cliquer à droite du nom du calque 0. Et dans la boîte qui s'ouvre, vous allez demander comparaison sur bleu. Parce qu'on a vu que c'est dans la couche bleue que la bestiole immonde ici se détache au milieu de son fond. Et vous allez utiliser le curseur du dessus. Ne touchez pas à celui d'en dessous, il ne nous sert pas. Celui du dessus. Qu'est-ce qu'on veut rendre invisible? Les pixels les plus clairs, il faut aller sur le blanc ici. Ben oui, je veux rendre invisible les pixels les plus clairs autour de l'oiseau, là. Donc, je le bouge vers la gauche, il n'y a pas le choix. Et je vois apparaître le vert qui se trouve derrière. La couleur verte qui se trouve derrière apparaît. Je suis en train de rendre invisibles les pixels autour de l'oiseau. Si je le mets sur un papier blanc, il sera blanc. Si je le mets sur un papier rougeâtre, il sera rougeâtre autour. C'est le but. Hein? Est-ce que ça marche pour faire ça? Vous pouvez cliquer sur OK. On peut revenir autant de fois qu'on veut sur ce calque dans cette boîte qu'on appelle les options de fusion. C'est quelque chose de très vieux dans Photoshop. Ça date même d'avant l'invention des calques dans Photoshop. Les calques dans Photoshop, c'est la version 3 en 1994. Et avant, il y avait un calque temporaire qu'on appelait une sélection flottante. Il avait déjà cette fonction-là. Les options de fusion. OK, je redouble-clique à gauche, à droite du nom du calque. Vous allez devoir ici enfoncer la touche Alt et séparer en deux le curseur pour créer des transitions, pour essayer de recréer le bord flou de l'oiseau. C'est le but. Parce que si vous gardez le curseur tel qu'il est là,
vous avez des bords qui sont pas terribles, hein. Mais avec la touche Alt, en séparant en deux, c'est quand même... Ça correspond un peu plus à ce qu'on a sur le dessin. C'est des bords flous sur le bord de l'oiseau. On a de l'aliasing, on a de l'anti-aliasing, on a du flou. Du lissage. Bon, cliquez sur OK et vous allez enregistrer l'oiseau au format Photoshop. Fichier enregistré sous. Vous choisissez format Photoshop, il vous le propose de toute façon parce qu'il n'y a pas le choix. Vous avez fait des choses qui sont typiques du logiciel Photoshop. Ça ne peut pas être intégré à un fichier JPEG. Et donc Photoshop vous propose d'office d'enregistrer au format Photoshop quand vous faites fichier enregistré sous. Voilà, vous l'enregistrez. Sur le disque dur, à côté du JPEG par exemple. Alors, vous remarquez que dans l'oiseau, il y avait des couleurs qui sont la même que le papier qui était autour. Et donc, ça devient transparent dans l'oiseau. Il faut corriger ça. C'est typique de cette technique. On ne peut pas écréter sur une partie de l'image seulement. C'est tout le calque qui s'écrète. Et donc, il faut faire ceci. Allez-y. Prenez le calque ici. Cliquez, glissez, prenez la petite main qui poigne, amenez-la sur l'icône du bloc de feuilles. Vous avez fait une copie. Sur la copie, vous voyez qu'il y a de l'écrêtage. Mais forcément, c'est une copie parfaite du calque 0. Vous allez double-cliquer à droite du nom et le curseur, vous le remettez là où vous l'aviez trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire complètement à droite comme ça. Tous les pixels réapparaissent. OK. Tous les pixels du calque là réapparaissent. D'ailleurs, l'icône qui indique qu'il y a de l'écrêtage a disparu parce qu'on a remis les choses en place. Il n'y a pas d'écrêtage sur ce calque au-dessus. Vous êtes en train de travailler sur ce calque-là qui n'a pas d'écrêtage. Vous allez lui mettre un masque qui masque tout. Et pour ça, vous avez l'icône du masque ici. Il faut enfoncer la touche Alt quand vous cliquez sur elle. Et ça ajoute un masque qui est rempli de noir. Pour obtenir la même chose par le menu, c'est menu calque, masque de fusion, tout masqué. Menu layer en haut de l'écran. Layer mask, hide all, ou un truc du genre. Donc, aucun pixel du calque ici n'apparaît parce qu'il y a un masque qui masque tout. Et l'astuce, c'est qu'il faut décider maintenant sur quoi je travaille. Est-ce que je travaille sur la partie gauche, les couleurs, ou sur la partie droite, le masque? Ben, c'est sur la partie droite que je dois travailler. Donc c'est lui qui est encadré. D'accord? C'est pas ça, c'est ça qui est encadré. Je travaille sur cette partie-là. Il suffit que je dessine au pinceau en blanc aux endroits où je veux faire réapparaître l'oiseau. J'y vais, je prends le pinceau. Pinceau. Je remets à 0 éventuellement les échantillons de couleurs avec l'icône ici. Donc vous avez bien pris le pinceau normal, pas le pinceau à turlute ou à super turlute. Vraiment le pinceau normal. Vous enfoncez les touches CTRL et ALT. Que vous soyez sur un Mac ou sur un PC, ce sera toujours CTRL et ALT. Vous les gardez enfoncés sur le clavier. Si vous êtes sur un PC, vous enfoncez le bouton droit de la souris. Si vous êtes sur un Mac, vous enfoncez le bouton gauche. Et vous dimensionnez la brosse en bougeant comme ça de gauche à droite. Donc, c'est CTRL-ALT sur le clavier, qu'on soit sur un Mac ou un PC, c'est toujours CTRL-ALT. La différence, c'est que sur le PC, c'est le bouton droit de la souris. Sur le Mac, c'est le bouton gauche. Et avec votre pinceau qui dessine en mode normal, 100% d'opacité, il faut vérifier qu'un zozo n'a pas été modifié ça avant. Dans les options là au-dessus, normal 100%. Vous dessinez sur l'oiseau et à l'endroit où vous dessinez, ça fait réapparaître les pixels. Vous êtes en train de boucher les trous. Excellent.
Avec le même raccourci, CTRL-ALT, vous avez même la possibilité, en bougeant de haut en bas, de modifier la dureté pour avoir du flou, éventuellement, sur le bord du pinceau. Ça peut aider. On n'hésite pas à zoomer pour faire les choses bien. Voilà. N'hésitez pas à annuler si vous avez foiré. CTRL-Z, CTRL-ALT-Z pour aller plusieurs fois en arrière. Donc voilà, avec le fond vert là derrière, c'est facile de repérer où il faut passer. Partout où il y a des taches vertes suspectes sur ces volatiles, il faut aller faire du bouche-trou. Bon, attention parce que là j'avais changé la couleur par erreur, il faut que je remette vraiment du blanc dans la palette des outils. Il a vraiment du vert sur la tête, c'est normal qu'on ne sache pas enlever le vert sur la tête, il a vraiment des reflets verts sur la tête. Ok, parfait. Excellent. Mettez à jour le fichier sur le disque dur en faisant fichier enregistré. Bon, il y en a pas mal parmi vous qui ont été encadrés la partie de gauche alors qu'on avait dit qu'on ne travaillait pas sur elle. Et vous avez été dessiné des traits blancs et noirs dessus. Et évidemment, quand vous êtes sur la partie de droite sur laquelle il fallait travailler et que vous avez dessiné en blanc pour faire apparaître les pixels de gauche, ben vous avez vu vos traits noirs et blancs qui apparaissent. Donc ça, c'est foutu. Il faudra jeter le calque et redupliquer, réessayer. Bien, vous avez enregistré. Vous avez mis à jour le fichier sur disque dur. Si on vous propose ici enregistrer en grisé, ça veut dire que c'est vraiment à jour sur disque dur. Vous allez dans InDesign, vous repassez dans le logiciel InDesign et on est sur la page 22 qui contient 3 colonnes de texte. Dans InDesign, sur la page 22, vous faites apparaître la palette des calques. Donc menu fenêtre calque, window layer et on va activer le calque des images. Donc, Alt-clic sur le verrou en face de Images et puis cliquez simplement sur le calque image pour indiquer qu'on travaille sur lui. Et normalement, quand vous faites menu File, Place, menu Fichier, Importer, File, Place, vous allez voir votre oiseau apparaître sur le calque. Vous allez sur le bureau chercher l'oiseau. La version PSD, la version qui a l'icône Photoshop sur le PC ou qui termine par l'extension PSD là. Voilà, elle est dans le curseur, elle attend que vous mettiez ça sur la page, vous faites cliquer, glisser, et voilà, elle est là. Donc si vous cliquez, ça ne va pas, parce que l'image arrive à une dimension que vous ne maîtrisez pas, c'est un cliquer-glisser qu'il fallait faire. Ok, donc je vois mon oiseau qui est là, avec son fond vert. Je vais aller dans Photoshop, enlever le fond vert. Là, l'œil en face du calque. Regardez à quel point le calque bouche-trou fonctionne. Quand j'enlève l'œil ici, on voit que le calque bouche-trou a bien fonctionné. Les deux calques doivent rester activés, mais pas le calque vert, bien sûr. Je mets à jour le fichier sur disque dur, menu fichier enregistré. À aucun moment, je ne vais repasser dans le format JPEG. Je garde le format Photoshop. C'est le meilleur format pour travailler dans InDesign. Dans la palette des liens de InDesign, menu fenêtre, lien, window, links, il m'indique, tiens, il y a un truc Zarbi. L'image sur le disque dur a été modifiée. Ben oui. Je fais la mise à jour manuellement avec la double flèche là. Et mon oiseau apparaît entouré de transparence. Parfait. S'il me prenait l'envie de créer un calque en dessous de tout là et l'appeler fond en couleur sur certaines pages par exemple. Voilà. Je viens de créer un calque que j'ai appelé fond en couleur sur certaines pages.
Sur ces calques-là, quand je travaille sur les pages, je peux me dire, tiens, je vais quand même amener un peu de variation dans les pages en mettant un bloc, donc outil bloc, et sur le calque fond en couleur sur certaines pages, je vais faire des fonds en couleur, voilà, comme ça par exemple. Style d'objet, menu fenêtre style, style d'objet, j'enlève le style parce que je ne veux pas d'habillage sur le bloc. Dans la case de fond ici, je vais dire que je vais lui mettre une nuance. Voilà, ça va être du vert par exemple, ou du jaune par exemple, voilà. Du jaune que je peux teinter pour qu'il soit quand même moins présent. Voilà. Amusant ça, hein? Donc c'est juste un calque qui contient un fond coloré. Et vous voyez que ça marche, l'oiseau apparaît vraiment entouré de ce jaune. Maintenant, ça pourrait être autre chose, bien sûr, parce que c'est un peu ridicule. Il était déjà sur un fond jaune quand j'ai été le chercher tout à l'heure. Donc là, l'avantage, c'est que là, je peux le mettre sur n'importe quel fond, bien sûr. Voilà, bleu, par exemple, voilà. Je verrouille ce calque fond, je déverrouille le calque image, je sélectionne mon image. Je vais désenclencher l'habillage de texte sur cette image, ou plutôt l'enclencher comme ceci. Ça va être le contenu du bloc et non pas le bloc lui-même qui va habiller. Il faut faire ça. Au lieu de la deuxième icône, c'est la troisième. Et ici, je vais dire que c'est la couche alpha qui va habiller. Couche alpha. Voilà. D'accord? Au lieu de cadre de sélection, il y a deux choses à faire donc. Pour arriver à indiquer que c'est une couche alpha, il faut que j'enclenche la troisième icône, qui concerne le contenu qui va habiller et non pas le bloc. Et puis type, je dois indiquer couche alpha. Et j'ai un oiseau qui repousse le texte. Ça permet quand même de faire des mises en page très sympas. On peut le positionner entre deux colonnes là où on veut. C'est très professionnel comme manière de faire. Même en haut, là, si on veut, mais bon. Habillage de texte. Plus grande zone. Et voilà, c'est bien. Bonne astuce, l'astuce plus grande zone, comme ça vous n'avez pas un petit mot qui va se mettre dans les trous de l'objet qui habille. Excellent ça, hein? Je ne sais pas si vous auriez fait ça comme ça dans Photoshop pour vous débarrasser du fond. Et vous voyez qu'en plus on peut l'utiliser dans InDesign. Alors en sélectionnant avec la flèche noire sans double-cliquer, donc je suis au niveau de la sélection du bloc, outil de transformation manuelle, on va pouvoir agrandir l'image, l'oiseau, le repositionner, voilà. Ok. Alors je vais m'occuper maintenant des titrages. Pour les titrages, je vais utiliser le calque texte sur texte. Avec la touche Alt, je clique sur le verrou une fois, deux fois. Voilà, je travaille sur celui-là, il est en surbrillance, il n'est pas verrouillé, les autres le sont. Et il y a différentes manières de faire des titrages, bien sûr, mais la manière que je vous propose ici, c'est des titres flottants. Je prends l'outil texte, je vais tracer un bloc texte. Le bloc texte est en habillage, c'est pas mal. Mais je vais quand même remettre tout à zéro en allant dans le menu fenêtre style, style d'objet. Fenêtre style, style d'objet. Voilà, sans style d'objet. Alt-clic pour vraiment réappliquer sans style d'objet, c'est bon. Donc il n'y a plus d'habillage. Et je vais taper un titre là-dedans. Voilà, par exemple ça. Bien. Alors, quel est le style de paragraphe utilisé par le texte que j'ai tapé là dans le bloc? Je vais aller voir. Menu texte, style de paragraphe. Il vaut mieux mettre également paragraphe standard. Ne pas démarrer d'un style qui serait enclenché là.
Ce sera plus facile. Alors, j'ai donc mon bloc qui est là. Je vais peut-être aller changer la couleur des vecteurs, tiens, de ce calque, parce que bleu sur bleu, c'est pas génial. Je double-clique sur la vignette du calque et je vais aller indiquer que je les veux en magenta, par exemple. Ah non, magenta est déjà utilisé par un autre calque. Donc, je vais mettre autre chose comme couleur. Ok, essayons couleur or. Voilà, c'est bien. Donc, on voit mieux le bloc là. Sur le fond bleu, les vecteurs en bleu clair, c'était pas génial. Alors, je vais dans la palette texte caractère, modifier le caractère à l'intérieur de ce bloc. Donc la dimension, touche majuscule quand je clique pour aller plus vite pour changer. La police de caractère, je peux la choisir aussi. Ok, prenons ça par exemple. Le bloc doit être en habillage, donc menu fenêtre, habillage de texte. J'enclenche l'habillage de bloc. Le bloc habille le texte qui est derrière lui. Parfait. Donc voilà un titre qui peut être positionné où on veut. Je peux le redimensionner pour l'instant. Avec l'outil de redimensionnement, touche majuscule, je prends une poignée du coin. Je peux faire passer un mot à la ligne suivante avec l'outil texte dedans. Majuscule retour chariot, donc c'est la majuscule et la plus grosse touche sur le clavier, c'est pour faire non pas une fin de paragraphe mais un chasser à la ligne suivante. Ça marche comme ça dans Word aussi, majuscule est la plus grosse touche qu'on appelle retour chariot, que beaucoup appelaient la touche Enter. Voilà. Au niveau de la couleur que je donne au texte, je peux aller choisir fenêtre couleur nuancier. Ben pourquoi pas la même couleur que celle que j'ai donnée au fond de bloc tout à l'heure, sur le bord. Les extraits, voilà. C'est en rouge. Si je veux mettre ce titre sur d'autres pages, j'ai peut-être intérêt à faire un style d'objet, menu fenêtre, style d'objet, et également un style de paragraphe, mais ce n'est pas obligatoire. Je peux aussi simplement faire un copier-coller. Je sélectionne le bloc et forcément donc son contenu, le texte. Je fais un copier. Et sur les pages suivantes, je vais aller faire un coller. Peut-être même un coller sur place. Édition, coller sur place. Et voilà. Et je peux changer le titre. Voilà. Donc j'ai utilisé pour les titres et pour le fond de bloc la même couleur. Ça va me permettre de modifier tout le look du document rapidement en n'ayant rien qui est sélectionné. Je clique à côté de tout avec la flèche noire. Je vais double-cliquer sur la couleur ici. Avec la case aperçu cochée, je vais pouvoir aller modifier la position des curseurs et ça va modifier la couleur du texte, des titres et des fonds de bloc en même temps. Si je voulais pouvoir modifier l'un et l'autre séparément, bien sûr, j'aurais pas mis la même couleur, j'aurais créé une couleur spécialement pour les titres. Voilà. Bon. Donc pour changer le look de tout un document rapidement, la palette nuancier est une bonne solution. Raison pour laquelle il ne faut pas il faut pas choisir les couleurs dans InDesign ni dans Illustrator d'ailleurs en double-cliquant sur l'échantillon de couleurs. Parce que ça vous fait une couleur qui n'est pas liée aux objets. Il vaut mieux utiliser sur les objets, sur les textes, sur les fonds de bloc, etc., des couleurs qui font partie du nuancier. Comme ça, en double-cliquant sur elles, on modifie rapidement tout le look d'un document. Ça peut être très sympa pour faire des recherches. Proposer différentes variantes aux clients.
Donc là, c'est pas évident de trouver une couleur qui convienne à la fois pour le titre et pour le fond de bloc. Le fond de bloc doit être clair quand même. Par contre, le titre doit être quand même assez foncé. Donc j'aurais dû normalement choisir une couleur différente pour les titres. Il est encore temps de le faire. Voilà. Nouvelle couleur. Là, voilà. Sur le titre avant, de la page avant, je vais également mettre cette couleur-là. Je vous rappelle que, exceptionnellement, je n'ai pas utilisé de style de paragraphe pour ces titres. Je me suis dit, j'allais faire du copier-coller. Évidemment, pour un long document où il y en a plein, c'est un risque que je dois bosser beaucoup pour changer les couleurs sur toutes les pages. S'il n'y a que 3-4 titres dans le document, ça peut passer. Donc, je clique à côté de tout avec la flèche noire. Et là, je peux modifier différemment maintenant, bien sûr, la couleur du titre et la couleur du fond de bloc. Voilà pour la couleur des titres, par exemple. Voilà pour la couleur des fonds de bloc. Voilà. Donc, moralité de l'histoire, vous n'êtes pas obligé, dès le départ, d'avoir les bonnes couleurs de titres et de fond de bloc, etc. Vous pouvez très bien mettre un peu n'importe quelle couleur et puis changer par la suite en double-cliquant dans le nuancier. Voilà, voilà. Je vais terminer en faisant un assemblage du document, puisque je vous rappelle qu'en fait, on a des ressources qui ne sont pas dans le dossier d'assemblage original qu'on a utilisé. Donc, si je regarde sur mon bureau, on a le dossier d'assemblage sur lequel on a commencé à travailler. Et en dehors, on a un dossier Birds qui contient l'image PSD qui est utilisée. L'image PSD qui est utilisée. Le JPEG ne nous sert plus, mais en tout cas, le PSD, il fait partie du document. C'est une des ressources du document, et pourtant, il n'est pas dans le dossier d'assemblage VS10 ici. Mais c'est pas grave. Je refais carrément un dossier d'assemblage ici, dans InDesign, fichier assemblage. Je l'enregistre sur le bureau. Voilà. Donc, sur le bureau, je me retrouve avec ce dossier-là d'assemblage. Je vais le renommer. Je vais prendre le texte là, copier, aller le coller là, modifier. Version 11. Voilà. Et donc, le fichier PSD qui était utilisé par le document 66 dans le dossier VS10, ce fichier PSD devrait normalement être utilisé par le document 66 dans le dossier VS11. Si je vais voir dans le dossier Links, qui contient tout ce qui est utilisé par ce document 66, dans le dossier 11, je devrais retrouver le PSD Hummingbird. Petit classement par date, voilà, il est là. Pas de problème. Toutes les ressources ont été rassemblées dans le dossier Links. Je peux donc éventuellement ou pas zipper le dossier VS11 et le transférer. Donc là, je fais un clic droit compressé sur le Mac.
Je transfère sur mon ordinateur chez moi, soit la version non compressée, soit la version compressée, ou les deux. Donc voilà, ça va pouvoir passer. C'est une manière, le dossier d'assemblage, de réunir toutes les ressources et d'être certain de ne pas oublier de prendre des images que j'ai utilisées dans le document et qui sont dans des dossiers un peu plic-ploc sur mon disque dur